Quelque chose en France d'assez spectaculaire, c'est qu'il y a une intoxication avec des pesticides qui ont été déversés sur des cultures et des cultivateurs ont inhalé ce produit et ont été malades, et parmi les troubles qu'ils ont et qu'on constate à l'hôpital, leur taux de cholestérol s'est effondré. Et il y a quelqu'un qui regarde ça, qui s'appelle Cotet, qui dit « mais bon d'accord, c'est très grave, mais c'est intéressant quand même cette histoire ». Et il en parle à un de ses amis qui travaille dans une firme pharmaceutique anglaise qui s'appelait ICI à l'époque, et qui lui dit « écoute, on est tombé sur ce produit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, puisque toi tu essayes de faire baisser le cholestérol et tu n'y arrives pas ». Et ce scientifique s'appelait Michael Oliver. Et en effet, il se dit, on va essayer de développer une molécule, un médicament à partir de ce pesticide pour essayer de faire vraiment baisser le cholestérol. Alors l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'est mis de la partie, a missionné Michael Oliver pour lancer une très grande étude européenne où on allait prendre une dizaine de milliers d'hommes et puis les tirer au sort. La moitié prendrait ce fameux clofibrate qui fait baisser le cholestérol et puis l'autre moitié prendrait un médicament inerte, ce qu'on appelle un placebo. Et on va les suivre pendant plusieurs années pour voir ce qui se passe. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, mais c'est encore un désastre. C'est-à-dire que non seulement on n'obtient aucun résultat sur les maladies cardiovasculaires, mais en plus on découvre que les gens traités font plus de calculs de la vésicule, même plus de cancer. C'est le bide total. Donc nos fibrates sont mal partis, sauf un, parce qu'il y a un laboratoire français, le laboratoire Fournier, qui a une idée assez géniale. Lui, le sien, s'appelle le Lipentil, c'est son nom de marque. Et il décide de ne pas faire d'études, ce qui est quand même très malin. Très malin, il se dit plutôt que de faire des études qui ne marchent pas, on va faire du marketing. Et donc eux, ils montrent juste qu'ils font baisser le cholestérol et ils investissent l'argent plutôt dans les congrès de médecins, dans les congrès de cardiologues, dans la communication. Et ce Lipentil devient finalement le leader du marché en Europe, alors que c'est le seul qui n'a pas fait d'études, ce qui montre quand même l'extraordinaire fragilité de la science médicale. Et ce produit est largement prescrit sans qu'on ait jamais prouvé qu'il diminuait d'une façon quelconque le nombre d'infarctus. Je m'appelle Paul, je suis délégué AstraZeneca. Et comme vous tous dans la salle, je présente Crestor. C'était le 5 mg. Et la libération de la prescription. Et nous, en 2006, notre réussite c'était 150 millions de comprimés avalés, soit 300 comprimés toutes les minutes. Plus de 890 000 patients traités par Crestor depuis le lancement. Regardez ça, c'est le chiffre qu'on aurait pu atteindre en octobre. Et à votre avis, on en est où? Là? Eh bien non, on en est là. Alors, bravo, je crois vraiment qu'on peut s'applaudir. En 1980, un chercheur japonais découvre une substance qui fait baisser le niveau de LDL, le soi-disant mauvais cholestérol. C'est la naissance d'une nouvelle classe de médicaments, les statines, qui inhibent la production de cholestérol par l'organisme. Les statines deviennent le médicament le plus prescrit des années 2000. 220 millions de personnes en consomment dans le monde. L'arrivée des statines, c'était absolument extraordinaire. On était sidérés. Tout d'un coup, on avait une pilule qu'on pouvait donner aux gens qui avaient eu un infarctus. Et puis, ça diminuait la mortalité, le risque de récidive, etc. C'était fabuleux. Et ça, on a acheté ça d'emblée. L'étude Voscope a été faite chez des Écossais à haut risque, hypertendus, gros fumeurs, des gens qui avaient un très fort taux d'infarctus. Et on leur a fait prendre un médicament qui s'appelle la pravastatine, et tiré au sort en deux groupes. Le premier prenait la pravastatine, l'autre prenait un placebo, et on a comparé les morts par cardiovasculaire. Et on a eu 30% de diminution de mortalité cardiovasculaire. C'est la première fois qu'on obtenait ça, où on a vraiment eu un effet net et significatif. Et dans le même temps, l'autre étude, qu'on appelle l'étude 4S, a été faite avec la simvastatine, qu'on appelait Zocor, sous son nom de marque, et qui a été donnée à des gens qui avaient déjà fait un infarctus. Et en deux groupes, pareil, tiré au sort, la moitié de médicaments, l'autre moitié un placebo, 30% de récidive d'infarctus en moins dans le groupe qui prenait la simvastatine par rapport au groupe qui prenait le placebo. Donc, les cholestérosceptiques dont j'étais ont été terrassés par ça, si vous voulez. Il n'y avait rien à dire, quoi. C'était échec et mat. Moi, par exemple, en tant que médecin, je les prescrivais, y compris dans ma famille. Je ne pouvais pas intellectuellement remettre en question des essais cliniques publiés dans des grandes revues internationales. Il me paraissait inconcevable
que des investigateurs trichent ou bien se trompent au point de tromper toute la communauté médicale aux alentours. C'est ce qu'on appelle la revue par les pairs. En principe, si c'est publié dans une grande revue, ça a été vérifié par des gens compétents et donc on est, c'était ma façon de voir les choses, obligé d'y croire. 85% des essais cliniques et même 97% des essais les plus importants sont sponsorisés par les labos privés. Or, on a calculé qu'il y a 5 fois plus de chances qu'on trouve un effet positif au médicament lorsque l'essai est financé par un laboratoire privé, comparé à un essai sur le même médicament financé par un institut public. C'est pas mal comme augmentation des chances. On a tendance à considérer que les études scientifiques sont objectives. Mais quand on regarde la manière dont tout le système est organisé, on réalise que les firmes privées conduisent les essais cliniques pour promouvoir la vente de leurs médicaments. Et les informations scientifiques leur appartiennent. Tout comme la recette du Coca appartient à Coca-Cola. Donc à l'époque, malgré les doutes qu'on avait sur certaines études qui n'arrivaient pas à reproduire les résultats initiaux, sur le fait que le médicament était aussi efficace chez des gens qui n'avaient pas de cholestérol que ceux qui en avaient, il y avait quand même personne ou presque qui osait s'opposer ou en tout cas se poser des questions. On était face à un marché, les statines, qui se comptait en dizaines de milliards de dollars. Donc quelqu'un qui émettait un doute sur les statines dans un congrès médical, un cardiologue, il avait peu de chances d'être réinvité, si vous voulez. Donc c'était vraiment, il fallait être suicidaire pour aller critiquer les statines. Et puis il n'y avait pas beaucoup d'éléments scientifiques non plus, puisqu'on avait eu ces résultats quelques années avant qui marchaient. On était face à un fléau mondial. Et donc c'était des statines pour tout le monde. La jeune fille sous pilule dont le cholestérol augmente, la petite dame de 85 ans qui avait un petit peu de cholestérol. Enfin, c'était vraiment l'open bar pour les statines partout, quoi. Et au grand bonheur des sociétés savantes qui avaient des partenariats, des médecins qui, du coup, pensaient faire leur devoir en prescrivant un médicament qui allait protéger leurs patients, et aux patients qui eux-mêmes étaient demandeurs parce qu'on leur avait appris à se préoccuper de leur cholestérol. Tout le monde disait, docteur, vous mettez bien le cholestérol dans mes analyses, parce que les gens voulaient connaître leur taux de cholestérol, et c'était pas facile à l'époque d'émettre un doute sur l'intérêt du médicament. En 2004, un scandale éclate avec un anti-inflammatoire, le Vioxx, responsable de 30 000 morts aux États-Unis. La justice met à jour que le laboratoire connaissait les effets potentiellement mortels de son médicament et les a sciemment cachés. On est au milieu des années 2000 où tout d'un coup on se rend compte que l'industrie pharmaceutique et les investigateurs travaillant pour elle peuvent raconter des histoires. Et ça a été une terrible surprise. Oui, ils pouvaient exagérer les effets bénéfiques des médicaments et cacher les effets toxiques. Alors on avait déjà des doutes, mais à ce moment-là, on s'est dit, oulala, il faut retourner voir les études anciennes. Et puis le deuxième phénomène qui s'est passé, et qui est très très important, c'est que les autorités sanitaires ont imposé de nouvelles réglementations pour les essais cliniques. Ça a concerné donc toutes les études avec les statines qui sont publiées, conduites après ce scandale du Vioxx, donc à partir de 2005-2006, jusqu'à maintenant d'ailleurs. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec les essais qui avaient été conduits avant le scandale 2005-2006. Donc il y a eu un double mouvement. D'une part, on s'est rendu compte qu'on pouvait être trompé. Et d'autre part, à partir de ce moment-là, tous les essais cliniques avec les statines se sont avérés négatifs. C'est-à-dire qu'ils ne montraient plus aucun bénéfice. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec les essais qui avaient été conduits avant le scandale 2005-2006. Donc il y a eu un double mouvement. D'une part, on s'est rendu compte qu'on pouvait être trompé. Et d'autre part, à partir de ce moment-là, tous les essais cliniques avec les statines se sont avérés négatifs. C'est-à-dire qu'ils ne montraient plus aucun bénéfice. Ni les doutes sur les premières études sur les statines, ni l'impossibilité de reproduire les résultats positifs ne peuvent enrayer l'obsession anti-cholestérol. Le dogme s'impose, plus le taux est bas, mieux c'est. Quand je me suis installé, en 1985, comme cardiologue, le taux normal était autour de 3 grammes par litre.
Et puis, depuis que je suis installé, ce taux a baissé tranquillement et il est maintenant en dessous de 2. Ce qui, naturellement, fournit de plus en plus de gens qui sont à soi-disant cholestérol élevé. On mesure que l'idée qu'il soit le plus bas possible ne répond à aucune exigence, si je puis dire, physiologique ou médicale. C'est une idée absurde qui vise simplement à encourager la consommation de médicaments. Now medical information comes along that says you may need to get that bad cholesterol even lower. Now what do? Well, if your doctor says aim lower, ask about Crestor. Crestor, along with diet, can lower bad cholesterol by up to 52%. La grande révision des recommandations concernant le cholestérol en 2001 aux États-Unis a été élaborée par un panel d'experts et on a appris que 9 de ces 14 experts avaient des intérêts financiers avec l'industrie pharmaceutique. C'est très important de le savoir, parce que ces préconisations de 2001 ont quasiment triplé le nombre d'Américains devant prendre des statines. Ce nombre est passé de 13 à 36 millions, et la plupart de ces 23 millions de nouveaux patients prenant des statines n'avaient pas de maladie cardiaque. Il faut qu'on m'explique, après 2 millions d'années d'évolution de l'être humain, pourquoi est-ce qu'il y aurait un mauvais cholestérol et un bon cholestérol? Je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut strictement rien dire. Les deux cholestérols, s'ils sont sécrétés par le foie depuis 2 millions d'années, c'est qu'on a besoin des deux. On a des techniques d'imagerie extrêmement sophistiquées qui permettent de mesurer la quantité de calcium qu'il y a dans les artères. On fait même des scores calciques, et il y a des investigateurs qui disent que c'est un bien meilleur prédicteur de l'accident cardiovasculaire que le cholestérol. Alors je vous le donne en mille, quels sont les facteurs associés avec un score calcique élevé? Premièrement, le diabète. Deuxièmement, l'insuffisance rénale, ou la tendance à l'insuffisance rénale. Troisièmement, avoir un cholestérol bas, spontanément. Quatrièmement, prendre des statines. Alors là, vous avez sous les yeux, si je puis dire, un truc qui est épouvantable pour les défenseurs des statines. Comment peut-on à la fois dire que les statines diminuent le risque cardiovasculaire, ce que je conteste, et en même temps accepter l'idée que les statines augmentent le score calcique, qui est considéré par certains comme le meilleur prédicteur de risque cardiovasculaire. Ça, là, c'est incompatible. Graphique, qui est extrait d'un article publié en 2004 dans le British Medical Journal, donc un journal tout à fait sérieux. On a les années ici, et puis on a l'incidence, ou disons le nombre d'hospitalisations pour infarctus au Royaume-Uni, en rouge. On voit que la courbe est plate concernant les infarctus. Par contre, il y a une explosion littéralement de la prescription de statines. Évidemment, si les statines étaient efficaces sur la prévention de l'infarctus, on aurait vu une diminution des infarctus, des hospitalisations pour infarctus. Autrement dit, la droite rouge aurait croisé la droite de prescription des statines. Vous voyez, ce n'est pas du tout ce que l'on voit. Les grands experts, en particulier un groupe anglais qui font des études sur le cholestérol, ces grands experts qui nous ont dit pendant très 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 longtemps « mais non, mais il n'y a pas d'effet secondaire ». Enfin, alors maintenant, l'un d'entre eux a quand même admis que oui, il y avait probablement une augmentation du taux de diabète. Et on est en train tranquillement d'avoir de plus en plus d'effets secondaires qui sont mis en évidence. Pourquoi? Un, parce qu'avant, on n'en tenait pas compte. Et deux, les gens en prennent maintenant depuis 10-15 ans et que ces effets sont là. Si usted ha sufrido o sufre de colesterol alto y su médico le recetó o le ha recetado Crestor, es muy probable que usted tenga varios efectos secundarios, como por ejemplo diabetes tipo 2. Si usted o un pariente ha consumido Crestor y ahora tiene diabetes, llame ya y pida una cita con el abogado Nick Pacheco. Après des années de prescription massive de statines, des milliers de patients se plaignent d'effets secondaires graves, au point qu'aux États-Unis, des cabinets d'avocats proposent leurs services à la télévision pour les défendre.
Bivirkningarna kommer så sent. De kommer ikke med det samme. Attention women who use Lipitor. Stand by for an important message. A medical study in the Archives of Internal Medicine reported that postmenopausal women who used Lipitor were 48% more likely to develop diabetes than women who did not. If you or a loved one started taking Lipitor before February 2012 and were diagnosed with type 2 diabetes, you may be entitled to money damages. Ceux qui veulent commercialiser des nouveaux médicaments qui font baisser le cholestérol, et c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont à la fois les moyens financiers pour imposer, pour faire durer cette théorie, ils ont aussi les relations politiques, administratives, etc. Et puis vous avez un autre petit monde, qu'on pourrait qualifier d'alternatif, qui dit non, là, la plaisanterie est finie, maintenant... on a suffisamment de données scientifiques pour dire que c'est pas vrai. Et donc ça, ce petit monde est en train de gagner, en fait, parce que, vous savez, c'est la querelle des anciens et des modernes. Les modernes finissent toujours par gagner. Là, il suffit d'attendre le renouvellement des générations, mais la bataille va être dure.